Essuyer les plâtres. En tant que P1, j'avais essuyé les plâtres avec Didier. Et donc là, j'essuie les plâtres aussi pour ce premier webinaire sur le tourisme face à cette pandémie, évidemment, du Covid-19. Je vous rappelle juste, évidemment, de couper vos micros. On peut le faire aussi de notre côté, mais c'est plus simple, en tout cas sauf évidemment pour les intervenants aujourd'hui. Donc, ça va se passer en 3 étapes. La première, ce qu'on a appelé l'intervention de l'expert, donc j'accueillerai tout à l'heure Didier Arinaud. Puis ensuite, nous converserons avec plusieurs professionnels du tourisme et on finira par vos questions. Vous pouvez déjà poster vos questions sur le chat, enfin donc sur le petit icône converser. Et à la fin, on donnera quelques… On fera évidemment, on triera certaines questions, on ne pourra peut-être pas tout traiter, mais en tout cas le maximum. Encore merci d'être là. Donc pour commencer et nous donner un petit peu la situation du tourisme face à ce Covid-19, donc je vais demander à Didier Arinaud, qui est ancien de l'école aussi, première promotion et directeur de ProTourisme, mais je pense que tu vas pouvoir nous parler un petit peu de toi, un petit peu de ta fonction, un petit peu de ton organisme et évidemment sur tout ce qui se passe au niveau du tourisme aujourd'hui face au Covid-19. Bonjour Didier. Salut Hervé, salut mon ami Hervé. Alors Hervé, tu es la preuve vivante pour ceux qui sont nos confrères de Savignac, que comme quoi on peut faire Savignac et ensuite faire toute autre chose. Et de mon côté, je suis la preuve vivante que l'on peut ne pas être brillant à Savignac et arriver à continuer à avoir une carrière dans ce secteur du tourisme. Alors, juste sur l'activité, mon activité, c'est une activité de conseil, d'ingénierie touristique. À la fois, nous faisons des stratégies de développement touristique pour des territoires, mais nous faisons aussi des études de marché, des études de faisabilité. Nous avons un observatoire du tourisme français. Nous faisons notamment pas mal d'études sur les attentes, sur les besoins des clientèles touristiques. Et nous travaillons aussi sur la qualité et des études d'impact économique. Donc, nous avons dans notre champ de clientèle et de compétences tous les secteurs d'activité du tourisme, que ce soit l'hôtellerie de plein air, la totalité des hébergements, les villages de vacances, les hôtels, mais aussi les sites de visite, les parcs de loisirs et autres activités inhérentes à ce secteur. Voilà, et puis à notre actif un certain nombre de réalisations majeures, comme la Cité du Vin de Bordeaux, pour laquelle nous avons réalisé la définition du concept, l'étude de marché, l'étude de faisabilité, l'étude d'impact. Enfin, on les a accompagnés sur la totalité. On a accompagné aussi pas mal de territoires dans leur développement sur plusieurs études, notamment le département de la Vendée, ou des schémas de développement à l'échelon de régions comme Rhône-Alpes, comme l'Auvergne, qui sont maintenant réunis. À l'heure actuelle, nous faisons plusieurs études sur le plan marketing du littoral d'Occitanie ou un nouveau modèle pour les stations de montagne. Voilà. En quelques mots, d'ailleurs, pour nos amis de Savignac qui veulent suivre l'actualité de ProTourisme, ils peuvent me retrouver sur Twitter ou retrouver ProTourisme sur Facebook ou sur LinkedIn. On sera ravis de les accueillir. Peut-être, oui, Hervé? Non, je t'écoute. Voilà. Donc, on vit une situation qui est une situation assez particulière. Inédite. Quand on demande de comparer avec, dans un premier temps, certains ont comparé avec la crise de 2008, d'autres ont comparé avec la guerre du Golfe. En fait, on est dans une situation absolument incroyable. C'était jamais arrivé dans le monde que, par exemple, le Club Med, qui a réparti les risques sur l'ensemble de la planète, s'est retrouvé avec l'ensemble de ces villages fermés partout dans le monde. Donc, on est véritablement dans quelque chose de totalement inédit, avec un secteur qui pèse quand même en Europe 1700 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour la France, c'est 170 milliards d'euros par an. Et pour donner un ordre d'idée, la seule saison printemps-été, c'est 85 milliards d'euros. Et là, on a déjà perdu
avec ce printemps, on a déjà perdu 35 à 40 milliards d'euros, avec 90% des salariés dans notre secteur qui sont au chômage, sans compter bien sûr tous les travailleurs non salariés ou tous les indépendants. Ça veut dire que 2 millions de personnes dans ce secteur d'activité est au chômage aujourd'hui, avec toutes les inconnues que ça peut laisser, toutes les inquiétudes aussi, notamment le fait que bon nombre d'entreprises touristiques risquent de ne pas s'en relever. En tout cas, elles ne s'en seraient pas relevées s'il n'y avait pas eu l'aide de l'État, l'aide de BPI, et une aide tout à fait colossale. Il faut savoir que d'ores et déjà, plus de 30 000 entreprises ont été aidées en quelques semaines, sans quoi notre secteur aurait été à l'évidence balayé pour bon nombre de ces entreprises. Alors bien sûr, il y a une inconnue qui est une inconnue majeure, c'est quand ce secteur va-t-il repartir, quand ce secteur va retrouver un semblant de normalité, et quel sera l'impact sur le comportement des consommateurs, des clientèles, que ce soit les clientèles de tourisme, mais aussi les clientèles de loisirs. Ça, c'est une vraie interrogation. Alors la première des interrogations, nous tous confinés dans nos appartements ou nos maisons, on se pose la question déjà quand on va être déconfiné, comment. Pour les entreprises touristiques, contrairement à ce qu'a dit le président de la République, que les hôtels ne sont pas fermés de façon administrative. Quand ils sont fermés, c'est faute de clients. En revanche, les campings, les villages de vacances, eux, sont fermés par arrêté administratif. Donc là, déjà, il y a une certaine incohérence. Le deuxième élément qui va beaucoup jouer, c'est quelle sera l'offre possible de la destination France pour cet été, sachant qu'on pourrait très bien avoir des villages de vacances sans piscine, sans restauration. Ça paraît complètement aberrant, mais aujourd'hui, on en est là, puisque des choix devront être faits par les instances pour définir quelles sont les règles, que ce soit les règles de distanciation et les règles d'ouverture et de fermeture en fonction des types d'activités. Donc, incertitude. Et puis, on se pose la question parce que, bien évidemment, en dehors de cet aspect conjoncturel, il y a le devenir économique de notre pays, avec beaucoup de chômeurs avec une explosion du nombre de chômeurs. Déjà dans le secteur du tourisme, on peut estimer d'ores et déjà que sur les 2 millions d'emplois directs, il y a 2 millions d'emplois indirects, on y reviendra, et 2 millions d'autres personnes qui travaillent peu ou prou pour le tourisme. On estime que dans ce secteur, sur les 4 millions d'emplois directs et indirects, au bas mot, on aura 300-400 000 chômeurs de plus. Et si les restaurants ne devaient pas ouvrir, si ça devait être une saison blanche pour le tourisme hexagonal, on aurait 1 million de personnes qui seraient sur le carreau à minima. C'est tout à fait colossal, tout à fait considérable. Mais il y a tous les autres secteurs d'activité, bien évidemment, qui impacteront le tourisme demain, parce que le tourisme, en fait, quand un touriste, il dépense ce qui lui reste quand il a tout payé, quand il a payé toutes ses charges contraintes, toutes ses obligations, bah là, c'est ce qui lui reste dans la poche pour ses loisirs, pour son tourisme, et dans lesquels il peut faire des arbitrages. Donc, au-delà de cette saison 2020, se pose la question de quelle sera la situation économique en 2021. Et puis, nos voisins européens, mais aussi les destinations plus lointaines, aujourd'hui, qui vont faire une année extrêmement compliquée, pour beaucoup d'ailleurs qui n'ont pas d'autres ressources que l'activité touristique, qui n'ont pas l'airbag social ou l'aide de la BPI ou de l'État comme nous pouvons l'avoir nous en France. Ces destinations, quand il va y avoir de nouveau un trafic international, à l'évidence, elles vont chercher à regagner des parts de marché. Et contrairement à ce que beaucoup disent en parlant de flambée des prix avec des avions qui coûteraient une fortune, moi je n'y crois pas du tout. Je pense que ce que l'on va avoir, c'est des destinations qui vont chercher à regagner des parts de marché. Et quant aux compagnies aériennes, dans un premier temps, elles risquent effectivement de chercher à remettre en place que les lignes les plus rentables, mais peu à peu, compte tenu du nombre d'avions qu'il y a sur le marché, de leur niveau d'endettement, il va falloir qu'elles génèrent de l'activité, et ça passera aussi par des tarifs plus attractifs. D'ailleurs, sur ce transport aérien, dans 5 mois, les compagnies aériennes prévoient seulement 50% du trafic de l'avant-Covid.
50%. Donc, ça veut dire qu'ils imaginent un trafic revenu à la normale vers 2023-2024. Donc, on voit bien que le champ, c'est un champ à moyen terme. Et entre-temps, à l'évidence, on aura un tourisme, dans un premier temps déjà franco-français, avec certainement, d'ailleurs dans les arbitrages déjà cette année, entre ceux qui auront peur de partir en vacances parce qu'ils auront peur du Covid. Il y a ceux qui sont fragiles d'un point de vue de la santé. Il y a ceux qui sont aussi hypocondriaques et donc qui sont confinés chez eux et qui ont peur ensuite d'aller à l'extérieur. Il y a ceux qui ne pourront pas partir en vacances parce qu'ils devront travailler. Donc, à l'évidence, on aura moins de flux cette année, beaucoup moins de flux, avec des Français qui se porteront aussi beaucoup vers l'hébergement non marchand. Donc, ça va être une année très compliquée. On était dans une tendance qui était une tendance de fond ces dernières années, mais surtout cette dernière année, où on a vu une évolution considérable des attentes des clientèles. On est passé d'une logique d'un tourisme qui était un tourisme de consommation courante, ou de short break vers les villes européennes, de destinations faciles d'accès du fait du développement des low cost, à une petite musique qui a infusé et cette petite musique, c'était prendre l'avion, c'est pas bien, c'était la pollution de la planète et c'est ce qui est une réalité aussi, parce que si le transport aérien, dans 20 ans, alors là aussi, c'est étonnant, c'était des prévisions, est-ce que ça sera le cas compte tenu de l'évolution, mais ça représenterait environ 20% des émissions de CO2. Donc, c'est assez considérable, alors que tous les autres secteurs d'activité ont une diminution. Et malgré le fait que les avions soient beaucoup moins consommateurs d'énergie, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un avion nouvelle génération consomme 3 litres de kérosène aux 100 km par passager. C'était 8 litres sur les avions de la génération précédente. Donc, on a véritablement une avancée considérable. Il n'empêche que l'avion pollue et notamment chez les jeunes générations, chez les moins de 25 ans, il commençait à y avoir un certain rejet de l'avion, des transports carbonés, avec bien sûr l'influence de Greta Thunberg, le fait aussi que bon nombre d'urbains se sont habitués à ne pas être dépendants d'une voiture. Alors, je rappelle que 50% des Européens habitent dans les métropoles et dans ces métropoles, il y a le vélo, la trottinette, les transports en commun et bon nombre d'ailleurs n'ont pas de voiture tout simplement. Donc là aussi, comment les destinations touristiques peuvent-elles se développer en facilitant l'accès à ces destinations d'une clientèle qui a besoin et qui est imprégnée par ces notions d'environnement, si elles ne peuvent pas se déplacer. Alors bien sûr, il y a les formules, les Blablacar, les Flixbus, etc. Mais le problème, c'est les problèmes des derniers kilomètres. Souvent, elles ne vous amènent pas. Si vous décidez d'aller au Pays Basque, vous pouvez aller à Biarritz en avion, vous pouvez aller à Biarritz en train. En revanche, pour aller dans l'intérieur du Pays Basque, là, vous avez assez peu de solutions. Donc, on voit bien que cette dimension du transport, elle est fondamentale dans l'évolution des transports et c'est un point qui est un point majeur que devront intégrer les opérateurs et les destinations. Et puis, ce que l'on voit, c'est qu'il y a plusieurs types de tourisme. Il y a un tourisme, je dirais, assez classique, assez traditionnel. Rappelons que sur les 30 millions de Français qui partent en vacances l'été, il y a 20 millions de personnes qui ne partent qu'en été. Ce sont des familles qui choisissent de partir 8 jours, 10 jours, 12 jours, 15 jours, peu importe. Mais c'est les vacances d'été qui rythment la vie de la famille, c'est-à-dire avec des attentes par rapport à ces vacances d'été tout au long de l'année. Et puis, il y a grosso modo 10% de la population de Français, mais aussi d'Européens, qui sont en fait des multipartants, qui partent aussi bien en hiver, en été, au printemps, qui font des courts séjours et des longs séjours, qui alternent hébergement marchand et hébergement non marchand. Et ces clientèles, qui sont des clientèles qui prennent d'ailleurs le plus l'avion quand on les interroge, ce sont celles qui vous disent qu'elles veulent essayer de renoncer à prendre l'avion
Un peu comme le fumeur dit chaque fin d'année, je vais essayer d'arrêter de fumer l'année qui vient, ou je vais me mettre à faire du sport quand on n'en fait pas. Mais c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que ce sont ceux qui se disent les plus motivés pour diminuer leur consommation aérienne ou moins ou pas prendre l'avion, qui sont aussi les plus consommateurs de l'aérien. C'est un peu le paradoxe de la situation. Alors, derrière, on était dans une tendance de fond qui était une tendance vers un tourisme d'expérience, c'est-à-dire le modèle du tourisme soleil-plage où on va dans un hôtel-club en Tunisie ou ailleurs, ou en Espagne ou sur la Costa Brava. Ce modèle, il avait tendance à décliner. Le déclin, le révélateur de cet écroulement, de ce déclin, c'est la chute de Thomas Cook, qui a inventé le voyage organisé en 1800 et quelques, et qui a été un modèle avec toujours plus de volume de clientèle vers quelques destinations extrêmement bien desservies par le transport aérien et en essayant de contenir les prix en faisant pression sur les opérateurs, c'est-à-dire sur leurs fournisseurs, les hôteliers, les prestataires. Donc ce modèle de tourisme de masse, il a volé en éclats. Est-ce que pour autant, on est dans une absence totale de tourisme banal, hein, le grand classique de destination pourvue? Moi, je n'en suis pas sûr, je n'en suis pas certain, pour une raison simple, c'est que chaque fois que des populations dans le monde accèdent à un certain niveau de vie, le rêve, c'est de voyager. Et on le voit bien, on peut être critique, mais il n'empêche que c'est toujours la même chose. On parle de l'instagrammabilité des destinations. C'est vrai que ces derniers temps, les destinations, on les voyait de dos, puisqu'en fait, on voyait que des gens qui se prenaient en photo avec un selfie pour montrer en disant, voyez, le Machu Picchu, j'y suis allé, New York, j'y suis allé, en Thaïlande, j'y étais, tel endroit, j'y étais. En fait, on voyait plus la destination, on voyait que les individus et la destination passaient au second plan, elle n'était que le prétexte de valorisation des individus qui souvent d'ailleurs n'approfondissaient pas vraiment le sujet, la culture des territoires, la rencontre avec la population. Donc cette dimension, c'était une dimension tellement forte, tellement extrême, tellement ridicule que ça donnait lieu à ces concentrations, à ce tourisme de masse dans bon nombre de territoires, que ce soit à Venise, que ce soit à Dubrovnik, comme on a pu le voir. On en parle beaucoup en France, mais enfin, le pire, c'est qu'en France, on est assez peu touché par ce tourisme de masse. Bien sûr, il y a quelques quartiers à Paris où on ne voit que des touristes, mais globalement, 80% de notre territoire, c'est un territoire avec de l'espace, avec du patrimoine, avec de l'environnement. Donc, ce n'est pas l'espace qui manque et ce n'est pas l'hyper-fréquentation touristique que nous retrouvons dans nos territoires. Donc, la question, c'est quel tourisme pour demain, avec des choses conjoncturelles, l'après-Covid qui est lié quand même au pouvoir d'achat des Français pour partir en vacances, au risque aussi, parce qu'il n'y a pas de tourisme lorsqu'il y a un risque, que ce soit un risque géopolitique, que ce soit un risque sanitaire, que ce soit un risque pour son intégrité physique, bien sûr. Donc tout cela joue beaucoup. C'est-à-dire le tourisme ne peut se faire que dans la sécurité. D'ailleurs, il s'accommode souvent très bien des dictatures, malheureusement. Quand il y avait la dictature de Ben Ali en Tunisie, le tourisme était florissant en Tunisie parce que forcément les touristes se disaient qu'ils étaient sûrs de ne pas être agressés. Ils s'accommodent de tout cela, malheureusement, mais on voit bien que la sécurité des biens et des personnes, c'est l'élément fondamental pour les touristes. Le deuxième élément, c'est que, bien évidemment, à force de découvrir des destinations et des prestations, il y a un niveau d'exigence qui a cru avec le temps, qui est devenu d'ailleurs où il y a une hybridation des produits touristiques, hein, comme on peut le voir avec des campings qui viennent de plus en plus des villages de vacances, avec des parcs aquatiques dans des campings, certains qui peuvent coûter jusqu'à 20-30 millions d'euros d'investissement quand on regarde sur les années. On est dans des choses tout à fait colossales. Mais ce qu'il y a de certain, de notre point de vue, c'est qu'on va certainement distinguer plusieurs types de choses. Je crois qu'à l'avenir, je ne sais pas si c'est dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, il faudra faire le distinguo entre le voyage, c'est-à-dire le voyage qui sera forcément dépaysant et qui nécessitera un effort,
ce voyage sera certainement beaucoup plus long parce qu'on partira plus loin. Et puis, les vacances qui se feront certainement plus en proximité avec la démultiplication des possibles. Je pense aux vacances de la Toussaint, par exemple, où il y a 15 jours de vacances des enfants. Ça fait partie des vacances où on a beaucoup plus de demandes que d'offres réellement mises sur le marché. D'abord parce qu'il fait beau nulle part sur la planète, hein. Il y a les cyclones d'un côté, il y a les risques, la mousson de l'autre en Asie. Sur la Méditerranée, au Maghreb, il ne fait pas si chaud à la Toussaint. En France, il y a bon nombre de destinations qui ne sont pas ouvertes et pourtant, il y a des demandes. Mais certainement que cette dimension, que ce soit la dimension des vacances ou du voyage, dans les deux cas de figure, il y aura une chose qui est importante, c'est l'expérience vécue. C'est-à-dire l'expérience vécue, la rencontre, la compréhension. Et là, on est passé d'une logique de consommation à une logique d'implication, où le vacancier est de plus en plus acteur. Et lorsqu'il est spectateur, l'important c'est de lui faire croire qu'il est un peu acteur pour qu'il ait le sentiment d'appréhender les choses. Et de ce point de vue, nous avons à l'évidence une carte à jouer. D'ailleurs, si bon nombre d'étrangers viennent chez nous, c'est aussi pour nos patrimoines, pour notre gastronomie, pour ses savoir-faire et pour ces expériences multiples que l'on peut vivre sur nos territoires. Voilà, je vous propose d'en rester là pour ne pas prendre trop de temps, si ça vous convient, et ensuite de répondre aux questions de l'équipe Savignac. Merci, merci Didier. J'ai justement là bon, on aura pas mal de questions plutôt à la fin, mais je profite là d'être avec toi en direct pour poser une question d'Antoine Ménard que nous saluons, qui dit: certains pays ont déjà amorcé le déconfinement depuis plusieurs semaines. Comment redémarre le tourisme domestique dans ces pays, si tu as quelques éléments à ce niveau-là, et quels enseignements en tirer pour mieux anticiper notre propre redémarrage? Alors tout d'abord, les pays confinés, les plus confinés sont aussi les pays les plus touristiques. C'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est la France. C'est-à-dire, ce sont les majors du tourisme européen qui sont confinés. Au nord de l'Europe, bien évidemment, on l'a vu en Suède, hein, il n'y a pas vraiment de confinement. Aux Pays-Bas, c'est extrêmement léger. On voit là la dimension, mais leur tourisme est très limité. Ceci étant, dans ces périodes, tout le monde limite les déplacements. Le tourisme est quasiment à l'arrêt. Rappelons qu'aujourd'hui, le tourisme, il fait entre 5 et 10% du volume de nuitées et de chiffre d'affaires qui était réalisé l'an dernier à la même époque. Donc, on est véritablement dans un tourisme à l'arrêt. Et quand on prend les grands bassins émetteurs, si on prend Paris, par exemple l'Île-de-France, première destination de Paris dans les clientèles étrangères, les Américains. Autant dire qu'ils ne seront pas là, ils ne seront pas là pendant un moment. Ensuite, on a les Britanniques. Situation en Angleterre. Il y a les Allemands, les Chinois, les Italiens et les Espagnols. Compliqué. Et puis, la grande destination touristique qu'est l'Espagne, il prévoit, pour l'instant en tout cas, une fermeture de la totalité de leur offre touristique jusqu'à la fin du mois d'août. C'est complètement dingue. On ne connaît même pas aujourd'hui les conséquences de cet arrêt du tourisme et de ce confinement. Et puis, il y a l'aspect psychologique. Les clientèles qui annulent le moins en ce moment dans les hébergements touristiques, c'est la clientèle néerlandaise. C'est quand même incroyable, quoi. Certains continuent même à réserver. Il y a même quelques Anglais qui réservent. C'est-à-dire qu'en proportion du volume, il y a plus d'Anglais et de Néerlandais qui réservent en ce moment en France qu'il n'y a de Français qui réservent. Mais ça, c'est lié à une mentalité, à un état d'esprit, à un côté peu inquiet par rapport à l'avenir. À l'inverse, il y a des clientèles que l'on n'aura pas. Et pourtant, qui sont des pays qui sortent du confinement. C'est le cas de l'Allemagne. Parce que déjà, pour des Allemands, nous, les Français, on n'est pas des gens très organisés, d'ailleurs, dans leur tête.
on n'est pas très propre. Alors, pour le risque sanitaire, autant dire. Donc, ils ne viendront pas. C'est clair. Donc, on voit bien que tout cela est multiple. Ça dépend de la psychologie des pays. Et de ce point de vue, d'ailleurs, nous, la France, on est un pays incroyable. C'est-à-dire qu'on est le pays qui a le plus d'airbag social. Et pourtant, on fait partie des pays des peuples les plus angoissés. Je crois que dans le moral des Français était à peu près l'équivalent du moral des Afghans. Donc, ça donne une idée dans les études qui sont faites sur l'avenir. Sauf que paradoxalement, les Français qui sont toujours inquiets de l'avenir quand il ne se passe rien, là, pour le coup, ils vont avoir des motifs d'inquiétude puisque cette incertitude. Et moi, la question que je me pose, sans avoir la réponse d'ailleurs, c'est comment on va sortir psychologiquement de ce déconfinement, dans le déconfinement. Parce que la sphère qui a été retrouvée, c'est-à-dire cette sphère familiale, est aussi très rassurante. Il y a des gens qui disent, au début, ils ont trouvé ça très difficile, mais en fait, avant, ils avaient peur d'être confinés et maintenant, ils ont peur d'être déconfinés parce que l'incertitude, le danger, c'est dehors. Donc, quelle va être la relation aux vacances à l'extérieur? Et puis, quelle va être la relation à l'autre? Quand on nous explique que l'autre est un danger, il n'y a qu'à voir, les gens s'écartent d'un mètre. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font. Moi, quand je vais faire mes courses, ils ont tous un masque. Moi, les masques, j'en ai pas, j'en trouve pas, c'est pas ouvert, c'est pas vendu, c'est réservé au personnel de santé. Ils ont tous des masques. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Donc, on voit bien l'inquiétude. C'est-à-dire, les gens se débrouillent, ils récupèrent parce qu'il y a cette inquiétude. Donc, c'est quoi? Les vacances, c'est quand même, mais aussi d'aller dans un restaurant. On peut ouvrir les restaurants. Quel public y aura-t-il dans les restaurants? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que s'ils ont 50% de leur capacité du fait de l'espacement des tables, s'il y a 50% des 50% parce qu'il n'y a pas suffisamment de clients, ça fait 25% du chiffre d'affaires. Est-ce que pour eux, ça vaut le coup d'ouvrir? Donc, toutes ces incertitudes, comment les gens vont se comporter à la sortie? Est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver juste rencontrer leurs quelques amis dans une espèce de sphère de confiance? Ça, c'est pour moi une inconnue, c'est un mystère, même s'il n'y a pas une clientèle. Donc, je pense qu'on aura des comportements très divers, mais à l'évidence, ça aura un impact sur le secteur du tourisme et des loisirs pendant de nombreux mois. Oui, parce que je vois là Sylvain S, donc, qui est propriétaire exploitant donc, d'un camping, qui nous dit que pour l'instant, il n'a aucune annulation de ses clients néerlandais. Donc, c'est plutôt pour l'instant positif. Alors, ça rejoint, on se pose la question, mais il y a Xavier aussi qui pose la question doit-on s'attendre à un tourisme franco-français cette année ou peut-on espérer quand même pouvoir accueillir des Européens? Alors, c'est peut-être difficile de le dire aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu pourrais répondre là-dessus? D'abord, ça dépendra des décisions gouvernementales. Le président de la République a dit On a perdu Didier, mais je pense qu'on va le vous me retrouver. voyez? Oui. Ça y est. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui, Vous me voyez? ça y est. Voilà. Au niveau de l'espace Schengen, donc ça c'est, je vais mettre pour pas que ça coupe parce qu'effectivement on m'a appelé et j'avais oublié de. Après les clientèles européennes, il y en a une partie qui viendra assurément, mais il y a aussi, mais elle risque d'être extrêmement faible parce que plus on va tarder à donner les règles du déconfinement, moins on aura de clientèle. Est-ce qu'elle pourra circuler normalement avec quelles règles? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas au même stade de la pandémie dans les différents pays. Donc tout cela rend les choses compliquées. L'an dernier, il y avait 17 millions d'étrangers qui étaient venus dans l'Hexagone. Si on en a un quart, je pense que ça sera un grand maximum. Il y avait 9 millions de Français qui étaient partis à l'étranger. Il y en a 90% qui envisagent de rester en France. De toute façon, ils auront du mal à partir à l'étranger, à moins d'être d'origine portugaise et d'aller au Portugal, de retrouver sa famille, à moins de trouver un vol pour aller au Maroc quand on est marocain d'origine, etc. Donc, il y aura forcément un peu de ces flux-là, à moins d'avoir des amis ou de la famille, mais globalement, effectivement, on sera dans un tourisme franco-français. Donc là, je rejoins un petit peu Sandra qui nous demande est-ce qu'il y a déjà différents scénarios qui ont été posés sur cette histoire du redémarrage de l'activité française touristique? Alors, aujourd'hui, la difficulté, c'est que ceux qui sont écoutés
Et c'est le monde de la santé. Donc, le monde de la santé, un médecin, il fait de la médecine. Un épidémiologue, il fait de l'épidémiologie. Donc, c'est déconfinement le plus tardif possible et limiter les risques. Donc, tout ça, c'est bien beau, sauf que derrière, il y a aussi une part de l'économie. C'est-à-dire que si on veut aller dans ce sens, on interdit les transports en commun, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de masque et les RER, les métros continuent de circuler. Donc, le secteur du tourisme est un peu victime de cela et avec des a priori, avec des réactions quelquefois un peu absurdes. J'étais en débat sur Europe 1 et il y avait le secrétaire d'État au tourisme qui se croyait très malin en disant, le moine, qu'il avait vu qu'en Australie, il trouvait que c'était plutôt une bonne mesure. Les gens n'avaient pas le droit d'être sur la plage, ils avaient le droit d'être dans l'eau. Et voilà, donc ça lui semblait une bonne mesure. Sauf qu'en Australie, il y a peu de population. Il y a quelques plages à Sydney qui sont extrêmement fréquentées. Il n'y a pas 1200 km de côtes avec une répartition de la population nationale sur ces côtes, parce qu'en Australie, les plages, celles dont il parlait, sont celles de Sydney. Il y a des plages où il n'y a personne, il n'y a aucun contrôle sur les plages. Donc là, c'est pareil. On va avoir des plages de la Côte d'Azur qui peuvent risquer à certains moments d'avoir une surfréquentation. Mais si on ne permet pas aux gens d'aller sur la plage, on va les retrouver où? Dans la ville, à Lacanau, à Biarritz. Et donc, on va avoir une concentration de population dans les rues ou sur les parapets. C'est tout aussi absurde. Donc, on voit bien que les choses doivent dépendre. Pourquoi on a des villages de vacances ou des campings qui sont fermés alors qu'on a des mobil-homes qui sont espacés avec des sanitaires intérieurs et que des hôtels sont ouverts? Donc, c'est un flou artistique parce que personne ne porte, ou la voie du tourisme est peu portée de façon massive par les acteurs du tourisme qui pesaient plus. Vous allez voir que la mobilisation des restaurateurs et notamment des grands chefs risque de peser beaucoup plus que ce que l'on aurait pu imaginer, parce qu'ils vont mettre une pression énorme. Et pourtant, les acteurs du tourisme se sont préparés à pouvoir accueillir des clientèles touristiques dans de bonnes conditions. Mais si vous écoutez un service de santé ou d'hygiène et de sécurité au niveau local, au niveau régional, lui, il va dire, le moindre risque, on ferme la piscine. Mais là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le Covid il se développe dans une piscine chlorée? A priori, non, parce qu'il y a des tests qui ont été faits. Dans ces cas-là, il faut que la piscine puisse être ouverte, mais pas ouverte n'importe comment. Si vous avez 400 personnes dans un bassin, les uns à 30 cm les uns des autres, donc il faudra forcément réguler les flux. Mais on voit bien que de toutes les façons, quoi que l'on fasse, une distanciation dans les restaurants, une possibilité d'avoir des clubs enfants avec des petites capacités, des espaces aquatiques ouverts, on voit bien que ça va être une saison très compliquée. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'intérêt dans les vacances, c'est la chanson Vacances, j'oublie tout. Là, on n'oublie pas tout, puisqu'on sera forcément pris par ces contraintes, ces mesures et la nécessité de se protéger. Ça va faire une saison estivale extrêmement bizarre, même dans les comportements des clientèles un peu partout dans l'Hexagone, sauf ceux qui choisiront d'aller dans des grands espaces avec très peu de fréquentation touristique. Et il y a bon nombre de destinations en France qui recèlent de points merveilleux. Il y en a même un qui, dans un petit coin de Dordogne, elle n'est pas Périgueux, il y a trop de monde, je crois que c'est Savignac. Là, nous, quand on y était, il n'y avait pas grand monde. Mais ça s'est agrandi. Bon, merci. C'est vrai, c'est vrai. Merci Didier. Tu restes avec nous, évidemment, puisque tu pourras réagir aussi sur les autres intervenants. Donc, je vais maintenant appeler Philippe Borde de bien vouloir prendre la parole. Donc, Philippe, tu es directeur des Gîtes de France de la Corrèze et responsable aussi de la plateforme de réservation pour les départements de la Creuse, de la Corrèze et de la Dordogne. Donc, si tu peux un petit peu nous en dire plus sur, évidemment, ton travail, ta fonction, et puis comment, à ton niveau, comment tu vis la situation. Et puis après, on aura peut-être aussi des questions et on pourra réagir par rapport à ton intervention. Donc, je te laisse parler. Ok, merci. Je suis Philippe Borde, donc je suis de la P3, Savignac, donc ça fait vraiment très très longtemps.
Et donc, je suis le directeur des Gîtes de France de la Corrèze, comme tu l'as annoncé, de la plateforme de réservation des 3 départements. Et j'ai des fonctions au niveau national, notamment sur les séjours thématiques sur la pêche. Et donc, depuis le début de la pandémie, en fait, tous nos séjours s'annulent. Sur le mois de mars, par exemple, j'ai perdu à peu près 55% de mon chiffre d'affaires. Sur le mois d'avril, on est à 93%, puisqu'on a quand même quelques contrats. On a quand même beaucoup d'entreprises qui travaillent quand même à l'extérieur. Donc ici, c'est le photovoltaïque, c'est les grandes lignes électriques sur les barrages de la Dordogne. Donc on a des entreprises qui louent des hébergements pour loger leurs salariés. Donc c'est ce qui nous reste, les 3, 4, 5, 6, 7% qui restent. Et à l'heure actuelle, la baisse s'affirme sur le mois de mai. Pour l'instant, on s'aperçoit que massivement, les gens ont annulé la première quinzaine de mai. Donc, on est à moins 45% par rapport à l'an passé. Dès le départ de cette crise, on a quand même instauré, si vous voulez, par rapport à notre clientèle, la possibilité de reporter les séjours. Ce qui fait que la majorité de nos clients du mois de mars et du mois d'avril ont reporté les séjours au mois de septembre. Sur les 3 départements, là, j'enregistre une hausse de fréquentation de réservation, on va dire, encore potentielle, de plus de 65% sur septembre et 45% sur octobre. À l'heure actuelle, le mois de juin est aussi en baisse de 45%. Le mois de juillet, par contre, en progression. Les gens ont reporté des séjours sur juillet, on est à plus 35%. Le mois d'août est en retard, plus 25%. Mais bon, ça, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas trop. Parce que depuis ces dernières années, on s'aperçoit que les touristes louent de plus en plus tardivement. Sur le mois de juillet et le mois d'août, par exemple, j'ai 35% de mon chiffre d'affaires qui est réalisé par des réservations entre le 1er et le 15 juillet. Donc, pour nous, Gîtes de France, c'est quand même un tourisme dit diffus. Nous louons des maisons individuelles, en pleine nature. Et ce qui peut nous sauver, cela dépendra comment le déconfinement va se passer, c'est que pour quasiment tous nos départements, on fait 80 à 90% de notre chiffre d'affaires en juillet-août. Donc, certes, c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour notre trésorerie à l'heure actuelle, mais pour l'instant, on n'est pas trop en danger. Si le confinement se passe mal au mois de mai, mois de juin, qui est une seconde vague, là, c'est clair, on va perdre juillet-août et ça va mettre beaucoup, beaucoup de nos structures en difficulté. Parce que la particularité de Gîtes de France, c'est une fédération nationale qui applique la politique nationale. Et dans chaque département sont et des associations et des sociétés commerciales. Certains sont vraiment trop petites pour pouvoir maintenir le cap. Une centrale de réservation avec 150 hébergements aujourd'hui, jusqu'à présent à Tenay, le coût, on sait qu'à la fin de l'année, ils seront morts. Ce que l'on a fait aussi pour limiter la casse jusqu'à présent, c'est que l'on a proposé à tous nos clients la possibilité, on appliquait la directive gouvernementale du 25 mars, c'est faire des avoirs. Alors, contrairement à certaines plateformes, on ne se bat pas avec les clientèles. Le client, à peu près 60% acceptent l'avoir, qui est valable 18 mois, remboursable à la fin s'il ne consomme pas. Mais peu de personnes demandent quand même l'annulation. Et s'ils demandent l'annulation et le remboursement, on ne joue pas là-dessus, on rembourse automatiquement le client. C'est un peu notre éthique Gîtes de France. C'est vos vacances prennent à notre sens, etc., etc. Et le tout, c'est de rester quand même proche. On n'est pas une plateforme. J'ai de la concurrence. Ma plus grosse concurrence, c'est Airbnb, Booking, qui sont juste des plateformes. Chez nous, derrière chaque centrale de réservation, c'est des personnes. C'est le côté un peu humain de notre fonctionnement. Ce sont des salariés qui sont généralement du département ou pas, mais qui connaissent parfaitement la région, qui sont là quand même pour réassurer le client. Donc, pour l'instant, je m'inquiète vraiment, vraiment pas trop. Ce que je disais, ce qui fait notre force, c'est le tourisme diffus. On a eu massivement donc des annulations, plus de 200 annulations par jour quand même, sur la première quinzaine de mars et début avril. Et maintenant, comme disait Didier, beaucoup de Français commencent à regarder le tourisme à l'intérieur. Beaucoup se disent, tiens, le confinement, ça suffit. On va peut-être partir en vacances en France. Et depuis la dernière allocution du président de la République, beaucoup de gens nous téléphonent, c'est pour réserver des maisons isolées. Ce qui peut peut-être nous permettre de tenir le coup.
c'est vrai que notre clientèle, c'est à 90-95%, c'est la clientèle familiale. 3, 4, 5, 6 personnes. On a, on a des hébergements de groupe pour accueillir de 20 à 70 personnes, mais ceux-là, c'est clair, ils ne loueront pas cet été. Mais tout le reste, 90% de notre parc, c'est des maisons de 2 à 8 personnes. Donc, on peut pouvoir s'en tirer. La clientèle étrangère sur nos 3 départements, Corrèze, Creuse, Dordogne, ne représente à peine à 8%, de 8 à 12% selon le département, le plus gros étant la Dordogne, de la clientèle étrangère. Cela a toujours été la clientèle française. Donc voilà, je répète ce que je dis, en fonction du déconfinement, peut-être que l'on va pouvoir s'en tirer. Dans le cadre aussi des opérations, je n'appellerais pas ça du marketing, ça serait un peu méchant. Dès le départ, on a vu les grandes annonces de Airbnb qui mettaient des hébergements à disposition des personnels soignants. Donc, je sais qu'à travers toute la France, tous mes collègues, tous les directeurs, on a exactement la même initiative. C'est demander aux propriétaires de mettre à disposition gratuitement des hébergements pour les personnels soignants. Donc, on en a tous autour des hôpitaux. On a monté également une seconde opération, c'est l'après-confinement pour le personnel soignant. À l'heure actuelle, on a à peu près 1500 à 2000 hébergements pour à peu près 400 000 euros de volume d'affaires au niveau national qui sont offerts gratuitement au personnel soignant pour l'après-confinement. Bon, voilà, c'est à peu près. Bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Ce qui va nous sauver, je dis, c'est comment sera effectué ce déconfinement. Si ce déconfinement se fait sans rechute, je pense que la majeure partie de nos départements, enfin de la marque Île-de-France, on s'en tirera. Enfin, pas forcément la marque Île-de-France, de tout ce qui est location meublée tourisme. Parce qu'on n'est pas du tout confronté à cette promiscuité, ces populations côte à côte. Et même si les grands festivals, les restaurants, ouvrent un peu plus tard, les gens sont quand même là peut-être pour se retrouver entre eux. Donc, il y a quand même un enjeu sur la saison juillet et août. Si juillet août on ne fonctionne pas, on est mort. Okay. C'est clair. Personnellement, si juillet août ne fonctionne pas, fin de l'année, sur les 6 ou 7 personnes qui travaillent à la centrale de réservation, on part malheureusement vers du chômage. Ok, j'ai une question d'Hélène qui dit, bon, effectivement, ton parc d'activité est favorisé par le côté rural et puis isolé des hébergements pour les régions dont tu parlais, mais la situation est-elle similaire dans toutes les régions en termes de réservation et de situation? Ouais. Alors, bon, comme je suis un petit peu ce qui se passe au niveau national, les départements les plus impactés sont les départements les plus touristiques. On a beaucoup plus de soucis avec les hébergements Gîtes-de-France sur les départements du Var, sur tous les hébergements le long de la côte, qui sont près des plages, où il y a quand même énormément de monde qui se côtoie sur les allées touristiques, je vais appeler ça, les allées commerciales, les plages. Là, ouais, là, il y a un faiblissement de la réservation. Mais tous les départements, bon, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, toute l'Auvergne, tout le centre-France est moins impacté. Ok. Donc peut-être une opportunité pour ces régions-là aussi d'attirer peut-être plus de touristes. Je pense qu'on aura plus de réservations, sincèrement, mais comme je disais, tout dépend de ce qui va se passer je dirais entre le 15 mai et le 15 juin. Le grand débat pour nous, c'est que va-t-il se passer le week-end de l'Ascension? Puisque massivement, on a annulé tous les ponts de mai. Ce sont des très gros chiffres d'affaires. Par exemple, sur le département de la Corrèze, j'avais un chiffre d'affaires sur les ponts de mois de mai qui est de l'ordre de 100 000 euros et qui est tombé à zéro là, cette année. Le pont de l'Ascension va être un test, je pense, un test national. Merci Philippe, tu restes avec nous puisque j'ai déjà des questions, hein. Il y a beaucoup de questions, mais j'y reviendrai à la fin puisque j'aimerais quand même faire intervenir toutes les personnes qui ont bien voulu voilà, parler aujourd'hui. Ensuite, normalement, il y avait Guillaume, mais Guillaume Patrizi qui a eu un petit empêchement de dernière minute. Je vais juste donner quelques éléments, quelques informations qu'il m'a données. Donc, Guillaume Patrizi est un P16.
Il est fondateur donc de Camping & Co. C'est une plateforme de réservation pour les campings et villages de vacances en France, en Espagne et en Italie. Donc quelques éléments. Bon, pour lui, Camping & Co, c'est vraiment plutôt une plateforme de réservation. Il pourrait parler, même il parle lui plutôt de place de marché comme Booking, qui est évidemment un de ses concurrents. Camping & Co gère 2000 campings en Europe et des campings plutôt saisonniers. Et la commercialisation de ces campings est assurée en 6 langues. Camping & Co a donc une bonne visibilité sur le secteur. Ils font face évidemment à un imprévu de taille comme tous les secteurs du tourisme. Ils ont une chute de 95% des réservations. Et en ce moment, ils gèrent plutôt les annulations et les demandes de remboursement. Alors, ils utilisent évidemment les mesures prises par l'État en termes de chômage partiel, en termes de report ou de gel de certaines charges. Il y a aussi forcément la négociation avec les investisseurs. Par rapport à l'organisation et par rapport aux salariés, il y a eu pas mal de télétravail, des réunions hebdomadaires parce qu'il y avait aussi un besoin de lien social. L'après pour lui, eh bien, évidemment, il parle aussi d'une destination France qui a un rôle à jouer évidemment dans la situation actuelle. Et les campings, pour lui, les campings à taille humaine vont sûrement mieux fonctionner. La question principale pour lui, c'est est-ce qu'une saison va vraiment démarrer et dans quelles conditions? Est-ce que tout le monde devra évidemment porter un masque? Les enfants pourront-ils utiliser la piscine? On en a déjà parlé tout à l'heure. S'il y a une logistique trop lourde à mettre en œuvre pour juste un mois, par exemple, d'ouverture, évidemment, ça ne vaut pas la peine selon lui. Et au niveau de l'organisation, en revanche, Camping & Co est prêt à redémarrer. En 24 heures, ils peuvent être de nouveau fonctionnels. La majeure partie de leur vente se fait entre janvier et mi-août. Et donc, pour lui, tout dépend comment ça va redémarrer et si ça redémarre vraiment et comment tenir jusqu'en janvier 2021, sachant la situation évidemment très problématique sur un plan économique. Donc, ce qui m'amène à parler, bon là, donc Guillaume est fondateur de cette plateforme de camping, mais c'est bien justement d'avoir aussi des gens qui sont sur le terrain, puisque peut-être ils vivent les choses différemment. Et donc là, je vais demander à Floris Ossens, qui est propriétaire exploitant de son camping et adhérent de la chaîne camping C'est si bon, de prendre la parole. Donc, si tu peux nous dire un petit peu donc, quel type de camping tu gères, ton rôle, évidemment, rappeler un petit peu ton rôle et comment tu vis, évidemment, la situation actuelle. Oui, alors bonjour à tous. Mon camping est un camping de 186 emplacements dans le Périgord. Alors, dans le Périgord vert, c'est-à-dire moi je suis à 35 minutes de Savignac, mais côté nord. Je ne suis pas du tout à Sarlat, Bergerac. Donc l'attractivité touristique de Sarlat, je ne l'ai pas. Je dirais que cette année, ce sera peut-être une chance et d'avoir un camping de taille quand même petit, parce que 186 emplacements, je suis dans la moyenne basse des campings en France. J'estime avoir de la chance. Ces 186 emplacements, je les ai sur 23 hectares. Ça aussi, c'est important à savoir. C'est-à-dire que j'ai quand même pas mal d'espace. Je suis en ce moment confiné sur 23 hectares, donc c'est plutôt agréable. Pour le reste, j'ai les mêmes chiffres, à savoir j'ai énormément d'annulations, j'ai pas énormément d'annulations, j'ai beaucoup de questions, j'ai des annulations sur, évidemment, j'aurais dû ouvrir depuis lundi dernier, depuis le 20 avril. J'ai énormément, toutes les annulations du 11 mai inclus. Dans l'ensemble, le mois de mai ne se présente pas bien et puis il faut être lucide. Ce sera compliqué d'ouvrir avant que les 4 week-ends à rallonge du mois de mai soient passés, puisque ce serait tout de suite forcément des clusters, ils appellent ça, je crois, hein, des nids à microbes. Donc nous, on est en train de travailler avec la Fédé. Je suis assez impliqué au niveau Fédé. J'ai été même sollicité en tant que responsable de chaîne, puisque la chaîne C'est si bon, j'en suis un des créateurs. On a été sollicité pour participer à un plan qui est en train de se mettre en place, ou en tout cas qui a été proposé
avec un X, ministre avec un S, sur l'ouverture par phase des campings. Et là, on ne parle que des campings pour l'instant, puisque chaque corps des métiers touristiques ont certainement été sollicités, en tout cas j'imagine, pour amener leur plan. Ce plan a été posé sur le bureau du ministre ce matin, si je ne me trompe, et d'ici une dizaine de jours, il sera accepté, modifié, refusé, j'espère pas évidemment, puisqu'il comprend donc une ouverture en plusieurs phases. Je vais très vite les, résumer. La phase 1 qui serait le plus tôt possible. Le 11 mai, on sera prêt. La plupart des campings seront prêts. Le 11 mai, ce serait ouvrir pour ceux qui en ont, pour les résidents, donc les propriétaires de mobil-homes qui peuvent venir eux-mêmes sur leur mobil-home, dans leur résidence secondaire en fait. Les locatifs, puisqu'ils ont leur propre sanitaire, les emplacements de camping avec sanitaire individuel et un certain nombre d'emplacements pour camping-cars qui, eux aussi, en théorie, ont leur sanitaire. Ça veut dire qu'on n'ouvre pas les sanitaires, on n'ouvre pas le restaurant, sauf pour de la vente à emporter si on peut le faire. On n'ouvre pas les piscines. Voilà, ça c'était la phase 1. Phase 2, elle a été demandée à être faite début juin. C'est la même. On rajoute des emplacements de camping, on rajoute les sanitaires communs, on rajoute le restaurant si au niveau national, les restaurants ont le droit d'ouvrir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les restaurants auront le droit d'ouvrir au niveau national, les restaurants sur les campings auront le droit d'ouvrir, c'est une évidence. Mais toujours pas d'animation. La piscine, pourquoi pas? Parce que la piscine, vous en parliez tout à l'heure, la piscine en elle-même, c'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est les bains soleil autour, c'est les vestiaires, les sanitaires. Tout ça, on ferme. Les bains soleil, on les laisse sous plastique, sous l'eau au vent, et puis on les sort pas, etc. Et puis après, il y a une phase 3 qui a été demandée à être faite début juillet, où là, on ouvre tout, y compris des animations, y compris des choses, en respectant évidemment les distanciations, les protocoles de nettoyage, sur lesquels la Fédé est aussi en train de travailler et à proposer des plans et des fournisseurs. Et la phase 4, c'est tout va bien, tout est bien, tout va bien. Donc voilà, ça c'est là actuellement où on est en train d'aller. Moi personnellement, Floris, les Verdoyers, Château de Verdoyer, qui est en Dordogne, on est inquiet comme tout le monde parce qu'on passe par toutes les phases avec mon épouse, à savoir, oui, est-ce qu'on aura des clients, pas de clients. Je parle énormément, je suis d'origine néerlandaise, donc j'ai de la famille là-bas. Je discute avec eux. J'ai mon meilleur ami qui est Monsieur Utopia aux Pays-Bas, que j'ai eu au téléphone encore ce matin. Et aux Pays-Bas, il n'y a pas de règles anti-vacances comme on peut l'entendre. C'est quand je discute avec des Néerlandais, ils me disent tous, moi je vais prendre mes vacances, je vais venir, je vais partir. Et je dis, dans la rue, c'est comment? Dans la rue, c'est pareil. Tous les copains, ceux qui ont l'habitude de partir, les francophiles, et je parle de la France, mais c'est l'Italie, l'Espagne, c'est encore autre chose dont je ne peux pas forcément parler, évidemment. Mais pour la France, ceux qui ont l'habitude de venir en France ont envie de venir en France. Donc, à moins qu'ils n'en aient pas le droit, qu'ils n'y soient pas autorisés, ce qui est le cas pour l'instant, si j'ai bien compris ce que j'ai lu ce matin, les Néerlandais n'auront pas le droit de quitter leur pays avant le 20 mai. Ils peuvent sortir, ils peuvent aller n'importe où ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de quitter les Pays-Bas avant le 20 mai, si j'ai bien compris. Ensuite, à partir du moment où ils auront le droit de venir, la plupart veulent venir. Enfin, ceux qui veulent d'habitude aller en France. Voilà. Après, niveau annulation, remboursement, on fait exactement la même chose que Philippe et que je pense que toutes les entreprises touristiques de France, c'est-à-dire qu'on propose l'avoir, on propose le remboursement. Moi, pour l'instant, on est sur un aspect l'avoir, et quand ils veulent être remboursés, on rentre par contre sur les conditions générales de vente. C'est-à-dire si on est dans des séjours qui devaient se passer avant le 11 mai, on rembourse la totalité de la somme, etc. Si on est sur les autres séjours qui, pour l'instant, pourraient avoir lieu, le choix est au cas par cas en disant normalement, on suit les conditions générales de vente, 50% de la compte ou 100% de la compte. Enfin, voilà, on est dans la négociation pure. Je
crois que Sylvain est prévu d'intervenir puisque j'ai participé à l'action qu'il a mise en place, donc je le laisserai en parler tout à l'heure, qui a eu un impact positif. Je rajouterai que au même titre que les gîtes, et les maisons isolées, le camping va bénéficier, les petits campings, les campings de taille humaine vont bénéficier de cette image très positive de confiner sur des emplacements de 150 mètres carrés, ça va. Là aussi, il y a pire. C'est des fois plus grand que certains appartements dans lesquels des familles sont confinées. Et après, de pouvoir aller à la piscine, si on peut aller à la piscine, de pouvoir aller se balader en forêt, si on peut se balader en forêt, ça va énormément jouer en notre faveur. Et malheureusement, pour les campings dits de bord de mer, pas là aussi, je te rassure, mais les bords de Méditerranée à 5000, 2000 emplacements, évidemment, eux, ils vont avoir du mal à attirer les gens. Voilà. Merci Floris. Justement, oui, j'allais rebondir sur cette action-là qui a été menée avec Sylvain S. Donc, je vais te donner la parole. En tant que propriétaire exploitant, je crois que vous avez fait des offres de séjour pour le personnel soignant. Donc, je te laisse nous en parler et puis nous dire un petit peu aussi comment tu vis la situation aujourd'hui, toi, à ton niveau. À notre niveau, je dirais qu'on est dans la même situation et on voit les mêmes choses que Floris et Philippe. Donc on va pas, je vais pas répéter ce qu'ils ont dit parce que grosso modo c'est la même chose. Je rejoins Floris sur le fait qu'effectivement l'idée d'avoir déjà, c'est dans notre nom, hein, le plein air. Donc le plein air va forcément nous amener des clients qui auront des doutes demain. Je vais rebondir aussi sur ce que Sandra demandait à l'instant, puisque Floris n'a pas continué. Et je pense que Floris va confirmer aussi sur le fait qu'effectivement, on commence à communiquer et on commence à avoir des plans de communication vis-à-vis de notre clientèle et de nos futurs clients pour les rassurer sur le fait qu'on est une fédération professionnelle et que effectivement, si on ouvre nos établissements demain, c'est en toute conscience d'avoir mis en place des mesures sanitaires et de s'autodiscipliner. C'est pour ça que Floris disait tout à l'heure, peut-être que les piscines n'ouvriront pas tout de suite, il y aura des temps, les piscines couvertes n'ouvriront pas les premières, forcément ce sont les piscines de plein air avant tout, et je pense que je suis assez optimiste quand même, à partir du moment où je crois que le confinement se vivra comme celui qu'on vit, si tout le monde fait le petit effort de garder des distances sociales et de, même en vacances, continuer à faire ça, qui pourra permettre à tout le monde d'en prendre. Donc, tout dépendra effectivement du mois de juin et de l'évolution. Ce qui est de notre offre et ce qui, là où on a fait plus ample connaissance avec Floris, parce qu'on avait entendu parler de l'un de l'autre, je crois, mais du coup, ça nous a rapprochés ces derniers temps. Et d'ailleurs, c'était une belle rencontre et je suis très très content et ça permet de revenir avec des anciens de Savignac et je dirais qu'on a même eu Philippe Borde au téléphone 2 fois. Il n'y a aucun moment où on a pu imaginer et sentir que c'était un ancien de Savignac aussi, donc c'est assez drôle. Du coup, maintenant on le saura. Et je vois que apparemment l'enseignement de Savignac donne au moins certaines fibres en commun, puisque Philippe était aussi à l'origine d'une initiative comme la nôtre, et Floris n'a pas attendu très longtemps pour nous rejoindre. Donc on a effectivement, c'est venu au fin mars, l'idée de soigner les soignants dans le futur proche, de s'occuper d'eux après qu'ils soient occupés de nous aujourd'hui. Donc c'est exactement la même chose, hein, proposer des séjours. Et puis, ça a commencé chez nous. Et puis, naturellement, d'autres campings ont voulu nous rejoindre. Donc, forcément, des campings qui sont plus faciles dans notre entourage, qui sont de la famille ou des amis. Et puis, de fil en aiguille, les réseaux sociaux peuvent faire beaucoup de choses très rapidement. C'est parti comme un boulet de canon. Et puis, au final, on s'est retrouvé à plus de 30 campings. Et puis, aujourd'hui, notre opération est plus ou moins finie, même si on continue certaines choses, mais en tout cas pour nous, dans un premier temps, elle est finie. On a offert plus de 350 semaines sur nos 30 campings, qui représentent une valeur marchande d'environ 180 ou 200 000 euros, avec des campings de toute la France. On a essayé d'insuffler un mouvement, une dynamique, et je pense que Philippe a eu un peu le même problème, essayer d'insuffler une dynamique au niveau national, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que
Ce qu'il en vient pour notre fédération, c'est de maîtriser le côté juridique, communication, et avec toutes ces peurs et ces risques que nous, un peu tête brûlée, quand on a envie de faire quelque chose, comme dirait Georges, s'il était là, oser, oser. Donc nous avons osé et on est très content de l'avoir fait. Et puis surtout, on sera très heureux d'accueillir ces soignants-là chez nous tout au long de la saison. Ça nous permettra certainement aussi d'avoir des échanges avec les gens et d'avoir aussi, au-delà du fait d'avoir quand même aussi une belle image, et c'est pour ça que j'aurais bien voulu que les campings, en tout cas la fédération, prennent le relais et portent ce projet plus haut, c'est de véritablement avoir un investissement, surtout quand on considère qu'on va tabler une saison qu'avec une clientèle française. D'où l'idée de plutôt donner avant de recevoir. Donc voilà notre petit projet. Maintenant, sur l'idée du tourisme, je pense qu'on se pose tous beaucoup de questions. Même Didier, s'il avait une baguette magique, je pense qu'il ne peut pas répondre à toutes les questions, tellement aujourd'hui, piloter nos entreprises et avoir des idées sur le tourisme. J'ai utilisé la métaphore de la navigation. C'est qu'aujourd'hui, on est sur un bateau, les instruments de bord changent d'information tous les jours, la carte n'est pas fiable, donc il faut naviguer à vue, c'est-à-dire naviguer avec l'horizon et pas plus loin. Je pense que Naël aimera bien la métaphore dans le côté artistique. Donc c'est un peu l'idée. Donc aujourd'hui, on vit au jour le jour, on est tous conscients d'avoir des informations très changeantes. Je pense que ce n'est pas le lieu, mais vous avez tous compris les informations sur les masques, sur les municipales, etc. Tout ça, ça a fusé dans tous les sens, avec des on y va, on recule, on fait 3 pas en avant, 2 sur le côté. Donc aujourd'hui, avoir des perspectives, c'est compliqué. J'ai vu une question tout à l'heure d'Antoine, à qui je dis bonjour et j'attends son coup de téléphone pour un café. Ça fait longtemps. J'allais te poser la question, oui, parce qu'elle est pertinente. Oui, mais moi, personnellement, alors, je ne veux pas dire que Didier ne m'a pas répondu à la question, mais je ne suis pas sûr qu'il ait de réponse à donner parce qu'aujourd'hui, on a parlé de l'Italie, de l'Espagne, le Portugal, qui si l'Espagne ferme ses frontières, le Portugal, de toute façon, ils feront pareil parce que ce sera un peu difficile aux touristes pour accéder au Portugal. Mais il n'y a pas de réel plan ni de tourisme encore aujourd'hui dans un déconfinement partiel. Donc, je ne crois pas qu'on puisse réellement répondre à cette question-là, de se dire comment est-ce qu'ils ont fait, puisque pour l'instant, je ne crois pas qu'ils aient fait grand-chose, étant donné que le tourisme est à l'arrêt complet. Alors, il y avait une autre, je pensais à une deuxième question d'Antoine, là qui concerne évidemment les exploitants. C'est au cas où il y a infection d'un client au sein de son établissement. Est-ce qu'il y a des craintes à ce sujet et est-ce que le client pourrait se retourner contre l'exploitant en disant j'ai attrapé le Covid-19 dans votre camping et se retourner contre vous? Alors, je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été prévues là-dessus ou pas et si c'est ou pas, mais on peut se poser la question. Je suis au courant, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses de prévues pour l'instant. Par contre, on a effectivement un juriste au niveau de notre fédération et ils vont certainement bosser dessus. Il y a un début de réponse déjà. Sur le plan qui est proposé au ministre, ils ont plusieurs fois insisté sur le fait que c'est une obligation de moyens et non une obligation de résultats. Il faut qu'on mette en œuvre tout ce qu'on peut mettre en œuvre, suivre les plans qui seront faits, mais à aucun moment, on ne peut prouver que la personne a contracté le virus sur un site plutôt qu'un autre. Parce que quand ils seront au camping, ils vont aller à la boulangerie, ils vont aller au Super U, ils vont aller ailleurs. Donc, ils ne pourront pas donner, et il y a 15 jours pour choper le virus, enfin voilà, c'est comme dans les détails. Donc, ça nous a bien été clairement, pendant la réunion avec le président national, Nicolas Daillot, en début de semaine, il nous a bien plusieurs fois répété que cette obligation de résultat n'existera pas pour nous, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité d'être un jour attaqué par quelqu'un qui dira j'ai chopé le virus chez vous. Voilà. Et, y compris nos propres employés du reste d'ailleurs. D'accord. Donc là-dessus, oui. C'est plutôt rassurant pour vous. Oui, je pense que le risque. Le danger, au-delà de ça, c'est qu'il puisse y avoir des populations locales
remonter contre les établissements touristiques. Je pense notamment dans certaines vallées ou dans certains coins où il y a un établissement qui a une capacité un peu importante. Nous, on a nos clients comme ça à Argelès-Gazos, qui a un très gros camping, qui est un des plus beaux campings de France. Et son inquiétude, c'est de se dire si nous, il n'y a pas de Covid dans notre vallée. Si demain, il y a des cas, on sera tout de suite accusé d'être les responsables du développement de l'épidémie dans la vallée. Et ça lui fait très peur. Comme il pourrait y avoir des mouvements de rejet de clientèle locale. Et là encore, c'est une interrogation. Mais c'est vrai que c'est un point qui n'est pas négligeable. Car en plus, ça pourrait faire le buzz parce que le jour où il y a ça avec une population remontée, tu es sûr que tous les médias traitent de ce sujet. C'est aussi à prendre avec précaution, surtout quand parfois l'établissement, entre guillemets, c'est le riche du coin. Hein, c'est le camping ou c'est l'hôtel qui a la clientèle. Donc, c'est celui qui a réussi. Donc, il peut y avoir aussi cela ponctuellement dans certains territoires. Oui, Didier, alors je suis d'accord, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le riche du coin, dans ce cas-là, et là, si ton client, c'est un gros camping sur une petite vallée, il ne faut pas oublier qu'il fait vivre certainement au moins la moitié des personnes qui sont autour du camping. Je pense à tous les commerçants, et souvent qui sont aussi saisonniers comme nous. Donc il y aura certainement mauvaise presse, mais il y a aussi beaucoup de gens qui seront contents de trouver du monde parce que sinon ils vont vivre le même été que beaucoup d'autres, c'est-à-dire sans saison et avec des difficultés à l'arrivée. Tout à l'heure, la question sur… oui, je voyais Fleuret qui disait qu'il faut rester positif. Effectivement, je pense qu'il faut rester positif, ce qui donne une bonne image. Oui, sur le fait du virus, en fait, c'était ça la question. On a des infos au niveau de notre fédé, mais je crois qu'à plus haut niveau, moi personnellement, j'ai pas peur que quelqu'un tombe malade chez moi spécialement, parce que de toute façon, on peut tomber malade partout. Parce qu'avoir peur, c'est une chose, mais vivre, c'est avoir des peurs tous les jours. Ce qu'il faut, je crois, c'est que nous, en tant que… on doit avoir une gestion de bon père de famille, comme on le fait pour la sécurité à tous les niveaux, sur les jeux pour les enfants, sur les réseaux électriques, sur tout ça. Et je pense qu'il faut qu'on ait mis, nous, les moyens, ce que je disais tout à l'heure, en fait, il faut qu'on ait mis les moyens à nos clients de faire les choses correctement, mais on ne pourra pas être à leur place. Le problème du virus aujourd'hui, c'est que c'est un comportement de société. Et on le voit, certains qui ne jouent pas forcément le confinement correctement vont indirectement mettre en danger certains autres, ou même quand ils vont se balader tout seuls sur la plage, ils mettent en danger personne, sauf que finalement, ils ne respectent pas leurs voisins du fait de leur individualisme, puisque sinon, on va tous se balader. Donc, dans nos campings et dans nos entreprises, je pense que c'est ce qui va se passer. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai de l'espoir parce que quand je vais à la boulangerie, comme vous tous, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain civisme qui m'étonne parce que des fois, j'ai quand même un peu de pessimisme en moi. Et je vois qu'il y a des gens qui, naturellement, sans affichage ou rien, respectent le fait d'attendre dehors, d'être éloignés les uns des autres, d'attendre que le client qui est à l'intérieur de la boulangerie prenne son pain, sorte et chacun rentre. J'ai l'impression quand même que ça se passe plutôt bien. Et donc, je reste assez optimiste sur le fait qu'on arrivera à faire quelque chose parce que même si demain, on doit contingenter des personnes dans notre piscine et de peut-être tenir un planning avec des réservations en privatisant un peu nos piscines, et ben, j'ai l'impression que les gens comprendront et qu'ils se satisferont peut-être de ça en disant oui, effectivement, on est en vacances, on aime bien notre liberté, mais il faut faire un effort global. Et donc, l'effort global, c'est de dire en avoir un petit peu et peut-être que ce fait arriver à ce que tout le monde soit satisfait. Ok, alors comme je suis un peu le maître du temps, je vais donner la parole. On reste quand même connecté et à la fin, on essaiera de poser un maximum de questions. Et puis pour les questions sur lesquelles on n'aura pas pu parler, de toute façon, on pourra toujours donner une réponse aussi hors ligne. Donc je vais donner la parole à Emmanuel Levieux. Donc qui est un P5, donc c'est bien aujourd'hui parce qu'on a du P1, du P16, voilà. Donc toutes les promos presque voilà pas réunies, mais en tout cas à l'écoute. Donc Emmanuel, je vais te laisser te présenter un petit peu ta fonction, ton entreprise et puis aussi voilà
comment tu vis aussi la situation actuelle et comment elle se vit au sein de TUI. Je te laisse la parole. Merci Hervé. Bah, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui. Ça faisait quasiment 25 ans que je n'étais pas revenu en relation avec l'école. Je suis évidemment en relation avec certains anciens P5 qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais je suis ravi grâce à Instagram et puis à Françoise qui a eu la gentillesse de m'appeler. De pouvoir vous parler de ma situation à moi, puisque moi je travaille pour TUI France dans un secteur un peu particulier, puisque mon métier c'est de vendre des groupes qui partent à l'étranger. Voilà, donc c'est complètement différent de la France, puisque moi j'emmène les Français à l'étranger. La situation est évidemment compliqué, très compliqué, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis maintenant le 16 mars. Tout allait bien dans notre métier jusqu'à cette catastrophe qui nous arrive, à savoir ce Covid-19 qui bloque non seulement les Français, mais l'ensemble des pays du monde. Et donc, on se retrouve dans la panade parce qu'on n'a pas de réservation, quasiment plus. On est obligé de reporter évidemment tous les voyages qu'on avait vendus pour les mois à venir. Et donc, c'est une situation qui est compliquée à vivre, d'autant plus que on est, comme tout le monde, à l'affût de rentrer du cash pour sauver nos entreprises. Donc, on n'en est pas encore là, je vous rassure. J'appartiens à un groupe qui est solide, mais néanmoins, on a de quoi être préoccupé parce que ça commence à être long et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, parce que jusqu'à présent, la situation fait que nous avons annulé tous les voyages progressivement jusqu'à fin avril. Ensuite, ça a été la deuxième vague, puisque nous avons tout annulé jusqu'au 31 mai. En prévisionnel, nous allons tout annuler jusqu'au 30 juin. Et reste l'été, primordial pour nous tous, camping, hôtel, tour opérateur, et on ne sait pas comment cela va se passer. À l'heure actuelle, on est en stand-by. Je ne peux pas trop donner d'informations, mais voilà, la situation est quand même extrêmement compliquée et les clients sont frileux évidemment de partir, que ce soit en France, en Corse, dans nos clubs ou à l'étranger. Donc, il y a eu un stop net des réservations avec 90% de chute de réservation à partir du 16 mars. Et moi, mon activité a été d'entrée, on a été impacté directement à moins 70%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre et je ne sais pas comment on va faire pour que ça reprenne, parce qu'on attend évidemment que certaines décisions soient prises. Et puis surtout, nous, c'est complètement différent puisque nous partons de France, mais nous arrivons dans un pays étranger. Encore faut-il qu'il soit ouvert, encore faut-il qu'il accepte les Français, encore faut-il qu'il accepte les Européens, encore faut-il qu'il réouvre ses aéroports et encore faut-il que les hôtels soient ouverts. Donc c'est une situation qui est globalement très compliquée pour nous. Maintenant, voilà, le tableau est sombre, mais j'espère que le bout du tunnel, qui à mon avis interviendra qu'à partir du mois de septembre, sera plus lumineux et qui nous permettra de voir les choses différemment. Encore faut-il, comme je le dis, résister, parce que c'est compliqué pour nous tous. Moi, je suis salarié, on était en chômage partiel d'entrée, tous. Donc c'est aussi compliqué de vivre ça. Moi, pour la première fois, je suis partiellement chômeur. Ça fait bientôt 30 ans que je travaille. C'est compliqué aussi psychologiquement à vivre ce genre de situation parce qu'on n'y est pas habitué. Donc, pour ceux qui vont rentrer sur le marché du travail, voilà, c'est quelque chose à entendre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est savoir comment on va s'en sortir et quelles perspectives lumineuses on va pouvoir sortir de tout cela. Voilà. Alors c'est en cours. Pour l'instant, on subit les annulations, on subit la situation. Et on attend de pouvoir donner le go pour vraiment démarrer le redémarrage des avions et des hôtels, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, voilà où on en est à l'heure actuelle.
Donc TUI, pour vous présenter rapidement, c'est un groupe qui est le numéro 1 mondial du voyage organisé dans le monde. Moi, j'appartiens à une filiale France qui est une petite partie du maillon de TUI. Et donc, voilà, en France, comme en Allemagne, en Angleterre et dans tous les pays européens où nous sommes présents, nous subissons cela. Donc, nos avions ne volent pas parce qu'on est propriétaire de compagnies aériennes. Nos réceptifs intégrés ne travaillent plus. Les hôtels, pour la plupart, ont été fermés. Donc, certains ont été fermés jusqu'au 31 mai, jusqu'au 30 juin. Certains vont être fermés toute la saison. Dans certains pays, la situation est tellement dramatique que des hôteliers ont intérêt à ne pas rouvrir leurs hôtels de la saison ou sont interdits de les rouvrir. Après, il y a des notions financières que je ne contrôle pas chez nos partenaires hôteliers, mais c'est extrêmement compliqué pour nous à l'heure actuelle. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé le 16 mars? Les Français ne peuvent plus partir. Nous avions des clients en destination, donc il a fallu les rapatrier. Ça a été compliqué parce qu'on gère un gros volume de clients en France et puis évidemment dans l'ensemble des pays européens. Donc, pour vous donner un exemple, moi j'avais des groupes au Costa Rica ou à Dubaï qu'il a fallu rapatrier en extrême urgence parce que les compagnies progressivement annulaient leurs vols. Et donc, ensuite, il y avait pénurie de vols et il était urgent de les rapatrier. Donc, on a trouvé les solutions. Heureusement, il reste que quelques cas dans le monde très isolés avec des cas Covid-19 qui ont été mis en quarantaine dans certains pays. Mais 99% de nos clients sont rentrés sains et saufs, heureusement. Donc, ça a été la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'était, moi, pour mon activité, qui est d'envoyer des groupes de comités d'entreprise, d'associations ou bien carrément des incentives en destination dans nos clubs ou dans nos hôtels, c'est de les protéger. Et il s'est passé un événement assez intéressant dans notre métier, c'est que pour la première fois, on a été très solidaires, les grands patrons du tourisme, ainsi que notre représentation auprès du gouvernement qui s'appelle le CETO et les EDV, les entreprises du voyage, ont fait un lobby assez intéressant et même très intéressant pour qu'on n'ait pas à rembourser les clients. Donc, ce qui fait que nos clients qui avaient déjà réservé et donc payé leur voyage, que ce soit en groupe ou en individuel, ont la possibilité de reporter leur voyage pendant 18 mois, sachant que tout ce qui a été encaissé servira pour le voyage prochain, en attendant que toutes les conditions soient réunies pour qu'ils puissent partir dans de bonnes conditions, dans nos hôtels, dans nos clubs, dans nos circuits organisés à l'étranger ou en voyage sur mesure. Ensuite, voilà, moi, mon métier, c'est de reprotéger. Donc, c'est globalement, on travaille, moi, pour ma part, à 70%. J'ai l'autorisation de travailler que 70% de mon temps. Et par contre, on a énormément de travail parce qu'on cherche à conserver ses clients et à les faire repartir, quelle que soit la date, c'est-à-dire en juillet, en août, mais plus probablement à partir de septembre ou octobre. Beaucoup de nos clients vont reporter sur l'année prochaine à date identique, c'est-à-dire que quand ils avaient réservé pour les vacances de Pâques, la majorité va repartir l'année prochaine aux vacances de Pâques en profitant de cet avoir, donc de cet argent qu'on a chez nous encaissé pour l'acompte de leur voyage. Que dire d'autre Est-ce que toi, à ton niveau, est-ce qu'il y a des mesures? Bon, il y a des mesures qui ont été prises au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu as connaissance de choses un peu plus précises, d'actions qui vont être menées et de soutien au niveau européen? Oui. Alors, à ce niveau-là, on est quand même déjà aidé par le gouvernement français. Parce que ça a permis de sauver des emplois, donc d'entrée, parce que sinon on serait obligé peut-être de se séparer de certains collaborateurs, ce qui serait triste.
Donc, on n'en est pas encore là. Maintenant, quel sera l'avenir? J'en sais rien. Je souhaite, on est 800 en France chez TUI. J'espère que les 800 seront toujours là à fin 2020. Maintenant, voilà, il y a des, il y a des, il y a une possibilité que ça soit pas forcément le cas, tellement c'est grave, quoi. Donc, maintenant, l'Europe, je sais, va mettre les moyens. Nous avons un commissaire au marché intérieur qui s'appelle Thierry Breton, qui est l'ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac, qui se bat justement pour le tourisme européen, quelle que soit l'activité, hein, que ce soit tour operating, hôtellerie, compagnie aérienne, camping, etc., etc., pour essayer que justement on finance un maximum le tourisme européen, parce qu'on est leader, comme le disait Didier, dans le monde pour accueillir des clients. Moi, mon métier est un petit peu différent. Moi, j'en envoie non seulement en France, en Europe, mais dans le monde entier. Donc, évidemment, il y a un grand débat à l'heure actuelle, c'est que les Français vont rester en France cet été. Je comprends forcément qu'ils favorisent la destination de France. C'est normal, c'est légitime. C'est cohérent par rapport à la situation. Néanmoins, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens dans notre métier, dans le tour operating, vivent aussi de cela en France. Donc, il y a beaucoup d'agences de voyage et de tour opérateurs comme moi qui vivent de ce métier. Et donc, il faut quand même qu'on ait un discours cohérent, à savoir que la France, c'est bien, mais aussi le monde, c'est bien aussi, parce qu'il faut aussi faire vivre nos prestataires en destination et puis les populations salariées et employées dans les différentes destinations. Donc, la situation dans pas mal de pays commence déjà à se tendre. Hein. Donc, il y a de quoi être soucieux pour le mois de septembre et octobre au niveau du chômage. Ouais. Donc, je ne parle pas forcément de nous en France, mais dans d'autres pays, oui, c'est compliqué. Je vous donne un exemple concret. Les hôtels en Sicile, qui sont évidemment très impactés par la situation en Italie en termes d'image, ont décidé de carrément pas ouvrir de la saison 2020. Donc, l'Espagne se prépare aussi à ne pas ouvrir cet été, à mon avis. Donc, la Grèce, on espère que ça va tenir parce que c'est une destination majeure pour nous en termes de volume passager. J'espère que la Grèce pourra ouvrir dès début juillet parce que pour l'instant, ça ne se présente pas en ouverture en juin. Donc, les clients sont informés à ce jour qu'ils ne peuvent pas partir jusqu'au 31 mai. On n'a pas encore annoncé que ça allait être encore effectif, certainement pour les 15 premiers jours de juin et très probablement pour l'ensemble des destinations jusqu'au 30 juin. Donc maintenant, on croise les doigts pour juillet-août. Je commence à avoir des doutes sur le marché européen pour faire partir nos clients parce que voilà, les destinations majeures sont impactées. Espérons que des grosses destinations comme la Grèce puissent accueillir nos clients cet été. Donc voilà pour la partie été. Maintenant, je pense qu'on a tous besoin de partir en vacances. Hein. Alors après, les clients feront leur choix. S'ils peuvent réserver chez nous, c'est mieux. S'ils peuvent partir, s'ils ont des doutes pour cet été, je comprends qu'ils restent en France. Maintenant, le but, c'est de pas annuler toute la saison parce qu'on avait beaucoup de clients déjà engrangés pour la saison été. Donc, si juillet et août, qui est contributeur de marge pour les tours opérateurs, saute, ça va être très compliqué pour nous, mais aussi pour toute la profession, agence de voyage et tour opérateur. Donc, voilà, je ne veux pas dresser un tableau noir, mais c'est très chaud, très, très chaud. Merci pour ton intervention, Emmanuel. Donc, je vois qu'il y a évidemment pas mal de questions, mais nous sommes le temps passe vite. Il y a pas mal de. Bon, je salue d'ailleurs les anciens dont voilà, certains qui sont en Indonésie. Je vois. Voilà, donc ça, c'est merci d'être à notre écoute. Donc, je vais devoir un petit peu clôturer. Avant de clôturer, je voudrais juste redonner la parole rapidement à Didier Arino, juste parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui nous écoutent, mais il y a aussi des étudiants, des jeunes qui vont être diplômés.
que ce soit pour le bachelor, certains ont posé d'ailleurs des questions, et que ce soit pour les masters, donc des jeunes qui vont avoir leur diplôme de l'école de Savignac, ou certains qui viennent d'avoir leur diplôme et qui sont aussi sur le marché de l'emploi. Donc, je voudrais juste un petit mot pour eux, savoir si on peut avoir quand même peut-être une petite lueur d'espoir pour ces jeunes étudiants qui vont sortir de l'école. Didier, je te laisse la parole et à la toute fin, je reviendrai vers Xavier, président du club qui va clôturer ce premier webinaire. Didier, je te laisse la parole. De toute façon, il faut faire preuve d'espoir. D'abord, quand nous, on est sortis sur le marché du travail, on est sortis, la première promotion de Savignac, et ce qu'on s'est pris dans la figure, c'est la guerre du Golfe. Donc, alors, pour la plupart, vous êtes beaucoup plus jeunes, donc ça vous paraît très loin, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'était peut-être pas aussi violent d'ailleurs sur le long terme, mais là, c'est une crise sanitaire, on n'est pas dans une crise économique. À l'époque, on était dans une crise politique, mais on était aussi dans une crise de spéculation sur le marché de l'immobilier. Donc, du jour au lendemain, tout s'est écroulé en termes de développement de l'hôtellerie française qui a mis 10 ans avant de s'en remettre. Quasiment 10 ans, pas tout à fait, 7 ans avant de s'en remettre. Et moi, à l'époque, comme Hervé, comme bon d'autres, on était sur le marché du travail. Ça nous a obligés à être hyper créatifs, à amener nos idées de jeunes et à me dire à l'époque que les relais et châteaux, ce n'était pas forcément de la vieille pierre et d'inventer des relais et châteaux avec, en tout cas, de promouvoir des relais et châteaux et d'inventer un nouveau modèle avec une nouvelle génération. Donc, je crois que ça sera à eux d'inventer le tourisme de demain. Et c'est ce qui est génial, c'est que ce secteur, il se réinvente à chaque fois. C'est un secteur passionnant. Il ne faut pas qu'il soit désespéré. Maintenant, en termes d'emploi, ça va être un peu compliqué. Il faut être réaliste. Pendant quelques temps, il faudra peut-être accepter aussi de se dire, voilà, il faut que je me mette le pied à l'étrier, apprendre, découvrir dans ce secteur qui est formidable. Parce que s'il y a une chose que je ne regrette absolument pas, c'est de travailler dans ce secteur où on a la possibilité de toucher d'abord à l'humain, et ça c'est quand même fabuleux, et d'être dans un secteur transversal, quelle que soit notre activité, où on touche au marketing, à la finance, à la sociologie, à la géographie, à beaucoup de choses. Et puis chacun peut trouver sa place, ou alors trouver sa place aussi en dehors du secteur, hein, comme Hervé, comme on a pu le constater. Voilà. Moi, je suis ravi d'avoir écouté, d'avoir échangé avec des anciens de Savignac. Ça serait bien d'ailleurs de le faire plus souvent. Et je vous souhaite en tout cas pour ceux qui sont dans le secteur vraiment une saison, je ne vais pas dire une belle saison parce qu'elle ne sera pas belle, mais en tout cas une saison la plus sympa possible en ayant un peu de recul. Et on sait très bien qu'après la pluie, il y a le beau temps. Ce beau temps, il mettra peut-être un peu de temps à arriver, mais justement, ça doit nous inciter à concevoir le tourisme de demain et notre place, nous, dans ce tourisme mondialisé. Voilà les amis, ravi en tout cas. Ouais, merci Didier, je te remercie encore chaleureusement. Je remercie évidemment Philippe Borde, je remercie Guillaume Patrizzi qui n'était pas présent avec nous mais que j'ai eu en ligne. Je remercie Sylvain S, Floris Ossem et Emmanuel Levieux. Je remercie aussi tout le club Savignac du bureau et on essaie d'être actif. Donc, n'oubliez pas, c'était vraiment très sympa d'avoir animé ce premier webinaire, vous avoir eu en ligne parce que là, on se rend compte aussi qu'il y a un contact vraiment très fort entre anciens de l'école, même si pour certains, on ne s'est pas vu, dès qu'on se parle, il y a vraiment un lien tout de suite sympathique. Restez à l'écoute de tout ce qui se passe aussi au sein du club parce qu'on essaie d'être actif au maximum. Ne perdez pas contact avec le club Savignac et avec l'école de Savignac. Et donc, pour clôturer ce premier webinaire, je laisse la parole, bien sûr, à notre cher et tendre président, monsieur Xavier Leboucher, Pariti Choupol. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup à tous les intervenants pour vos interventions, c'était passionnant. On sait qu'on rentre dans une période qui va être, il va y avoir plein de bouleversements dans nos secteurs d'activité, donc merci à vous d'avoir donné déjà vos premières
vision et ce que vous vivez aujourd'hui. Bravo Emmanuel pour ces jolies paires de lunettes. Allez, non, je voulais... allez la France. Voilà, c'est ça. Je voulais, j'avais proposé à Pablo qui nous donne un peu sa vision des choses depuis l'Indonésie. On te fera intervenir à un autre moment, Pablo. Merci beaucoup d'avoir accepté au pied levé, mais on te fera intervenir à un autre moment. Je pense que ce sera intéressant d'avoir ta vision aussi de ce qui se passe en Indonésie. Je voulais conclure par vous faire trois annonces. La première, c'est que, évidemment, c'est les premiers webinaires qu'on fait et il y en aura d'autres. Donc, on est déjà en train de les planifier et de les organiser. Donc, tenez-vous au courant depuis la page Facebook du club. On vous tiendra informé des prochaines échéances. Deuxième annonce, c'est que vous allez voir directement ce soir sur le site du club Savignac une nouvelle carte de tous les entrepreneurs savignacois en France qui ont leurs établissements d'hôtellerie et de tourisme et de restauration. Puisqu'on sait qu'on a une idée que le tourisme cette année sera principalement franco-français, n'hésitez pas à aller rencontrer les Savignacois sur vos routes des vacances. Je pense qu'on en aura tous, on aura besoin ils auront besoin de cette solidarité. Donc n'hésitez pas à consulter cette carte et vous aurez les coordonnées de tous les entrepreneurs savignacois qui travaillent dans le tourisme. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Il a été enregistré, donc il y aura un replay qui sera disponible très prochainement sur le site. Vous pourrez revisionner la vidéo, ou en tout cas la partager à ceux qui n'ont pas pu suivre ce webinaire. On a été au pic de la fréquentation, une 60aine de participants, donc c'est pas mal pour une première. Merci encore à vous tous et on vous dit à très vite pour notre prochain webinaire. Bye bye. Bye.